Alors moi, j'aimerais savoir ce qui se passe à l'intérieur des entreprises. Même si on a le sentiment dans l'automobile de ne pas être très nombreuses dirigeantes dans le secteur, il faut être conscient qu'il y en a déjà beaucoup plus que dans d'autres secteurs industriels que j'ai pu connaître dans ma carrière. La deuxième chose, c'est il est sûrement très difficile, même si les études que vous avez montrées semblent convaincantes, d'établir le lien de causalité. En revanche, ce qui me paraît très probable, c'est que les problèmes d'organisation managériale qui sont posés par les femmes amènent à des nouvelles organisations de la vie, de la hiérarchisation des problèmes et des priorités qui, elles, conduisent à plus de performance dans l'entreprise. Vous avez un exemple peut-être chez Renault sur... Eh bien, tout simplement sur l'organisation du travail. C'est vrai qu'il y a des problèmes qui sont plus souvent portés au quotidien par les femmes dans l'organisation de la vie au travail, notamment sur les horaires. Et comme vous l'avez dit très justement, maintenant les jeunes pères, il est devenu tout à fait normal, et ça a sans doute été favorisé par le fait que les femmes ont dit ça, de dire « Ah ben je suis désolée, mais ce soir, je ne peux pas avoir la réunion à 6 heures du soir, car je vais chercher mes enfants. » Toutes sortes de remarques qui auraient été totalement impossibles à entendre il y a même 10 ans, qui sont totalement quotidiennes aujourd'hui. Je voudrais peut-être juste réagir, si vous me le permettez, et je ne voudrais surtout pas accaparer le micro, mais dans ce qui a été dit tout à l'heure, vous avez insisté toutes les deux sur l'importance de l'impulsion par le CEO, le directeur général. Ça, c'est absolument capital. C'est vraiment ce que j'ai constaté dans ma carrière. Dans les sociétés dans lesquelles je suis passée, il y a eu des mouvements de grande amélioration de performance managériale qui ont vu le jour lorsqu'il y a eu un directeur général ou un président qui a poussé ça. Et ça a bénéficié aux femmes, mais aussi surtout à l'efficacité managériale d'ensemble. En sens inverse, on peut dire la même chose en creux, quoi. D'accord. Est-ce que Renault fait partie des 8% d'entreprises que vous citiez tout à l'heure? Ah ben on est bien meilleurs, nous, parce qu'on a 2 femmes au comité exécutif. Donc... Pour lesquels c'est une priorité stratégique. On fait exploser la statistique. Tout est relatif. Merci beaucoup. Caroline Mille, même question. Est-ce que vous avez fait le constat de l'amélioration des performances avec la présence des femmes? En tout cas, l'étude de McKinsey a eu, parmi d'autres signaux, un effet important sur notre propre management. Et donc, on est dans une démarche assez intéressante. Je dirais que si j'ai bien compris, parce que moi je suis dans le groupe depuis un peu plus d'1 an, mais il y avait un certain retard de PSA Peugeot Citroën sur le sujet, qui a d'abord été abordé via la relation avec les organisations syndicales, c'est-à-dire via une démarche de quantification de la situation. Et là, je rejoins tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a commencé par regarder quel était l'état de la situation, donc avec en gros 22% de femmes dans le groupe, et où elles étaient, combien elles étaient payées, quel était le pourcentage de promotion. Et là, de ce point de vue-là, le fait que les organisations syndicales soient prêtées au jeu et le fait qu'on ait cette masse d'informations a objectivé le débat. Et effectivement, la situation n'était pas excellente. Et ça a démarré dans les années 2003-2004 sous l'impulsion de Jean de Guvergne. Et puis, on a poursuivi. Et là, avec l'arrivée de Philippe Varin, il a demandé à regarder la situation. Et on s'est aperçu que s'il y avait 22% de femmes, en gros, dans le groupe, il y avait 5,5% de femmes dans les 700 principaux managers. Et donc là, on est rentré dans une démarche qui ressemble assez à celle que vous indiquez,
qui est qu'il a affiché, écrit dans le contrat d'objectif du président, publié le fait que d'ici 2012, oui, il fallait que ce 5,5 soit 15. Je ne sais pas si on va y arriver. Et qu'il y avait une étape intermédiaire à fin 2011 qui consiste quand même à doubler le nombre de... Donc il faut trouver 40 femmes, possiblement dans l'intérieur de l'entreprise. Et là, tout à coup, on se rend compte... c'est un peu comme un fil. On tire le fil et puis on découvre plein de comportements. Et notamment des comportements d'éviction, c'est-à-dire que les femmes s'installent dans un rôle modèle qui est, bon, ben, moi je suis montée suffisamment haut, mais maintenant c'est bien. Je veux dire, il vaut mieux que je privilégie l'équilibre. Ou même un management ou des RH qui disent, oui, mais toi, avec tes 2 petits bébés, tu ne vas pas pouvoir prendre tel poste, sans attendre de savoir si c'est la femme qui décide si elle va pouvoir ou pas. Donc on commence à tirer beaucoup de choses. Et du coup, on a mis en place une partie des mesures de McKinsey, notamment, et je pense que Claude Brunet vous en parlera tout à l'heure quand il va venir, la mesure consistant à ce qu'il y ait forcément une femme dans un pool de 3 candidats à un poste en interne, des mesures de recherche aussi sur des femmes qui viendraient de l'extérieur, pour compléter. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un vivier de femmes formidables, mais il va falloir plusieurs années pour qu'elles arrivent, pour qu'elles prennent petit à petit des responsabilités qui leur permettent d'accéder à ces postes de management supérieur. Je tiens à dire que les PDG qu'on a rencontrés, les directions générales qu'on a rencontrées depuis 5 ans, sont vraiment à l'écoute. C'est vraiment un sujet qui fait petit à petit son chemin. Enfin, on n'est pas devant des murs. Hein. Oui, non, mais c'est quand même étrange de se dire, votre première enquête était en 2007. Publiée en 2007. Publiée en 2007. Elle démontre que les entreprises sont plus performantes lorsqu'elles sont mixtes, et on n'a pas vu les patrons se précipiter pour nommer davantage de femmes à la direction des entreprises. Il y a un vrai sujet, c'est qu'il faut... il faudrait surtout pas nommer des femmes que parce qu'elles sont des femmes. Il faut qu'il y ait une conjonction entre la volonté et des candidates. Et quand toute une organisation, pendant des années, a fait que justement ces candidates n'émergent pas, ça ne peut pas se passer du jour au lendemain. C'est des plans d'action à plusieurs années. Donc moi, j'ai passé toute ma carrière, ou presque toute ma carrière, parce que je l'ai commencé au CNRS dans la recherche, mais je l'ai passé dans l'automobile et dans les groupes cités ici. Donc je peux voir l'évolution de l'organisation, et je constate depuis quelques années, très récemment, l'évolution de la promotion des femmes. C'est très net, notamment chez Renault et PSA. Alors chez nous, il n'y a pas d'organisation particulière, il n'y a pas de quota, il n'y a pas de réseau spécial qui a été mis en place. Je pense qu'une des choses qui est peut-être très frappante chez Delphi, c'est l'internationalisation. C'est-à-dire qu'on a dans les comités exécutifs, c'est pas tellement hommes-femmes, mais c'est plutôt la multiplicité des origines des dirigeants ou dirigeantes, mais il y en a très peu. Donc on a des personnes qui viennent d'Inde, de Chine, vraiment c'est très ouvert à tous les pays. Alors, moi, je mettrais en avant sur les caractéristiques des femmes. Donc, quand j'ai vu des femmes à des postes clés, c'est la motivation qu'elles savent donner à leurs équipes. Et ça, on le retrouve très bien dans l'étude de McKinsey. C'est être à l'écoute des gens, favoriser le développement de la personne, ne pas s'approprier des études qui sont faites, c'est-à-dire savoir mettre vraiment en avant les gens qui les font, et les femmes qui les font également. Je pense que cet aspect motivation des équipes est quelque chose qui est extrêmement positif. Et je l'ai constaté par les femmes qui étaient des leaders. Voilà. Néanmoins, il y a peu de femmes. Oui, néanmoins, dans la société dans laquelle je suis, mais comme c'était le cas quand j'étais chez Renault, les femmes n'étaient pas très, très promues au comité de direction. Et à l'époque, je pense qu'il devait y en avoir qu'une seule, et encore, pendant un certain nombre d'années, il n'y en a pas eu du tout au comité exécutif, en tout cas. Ça, c'est certain. Ça pose une vraie question. Vous avez dit à plusieurs reprises ou suggéré que les femmes ne veulent pas ces postes à responsabilité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des questions à se poser sur les règles du jeu au sein de l'entreprise,
qui font que c'est plus compliqué pour des femmes parce qu'elles ont la pression de l'organisation de la vie familiale, qui fait que finalement elles préfèrent privilégier leur équilibre de vie plutôt que d'avoir le poste supérieur, mais parce que les règles du jeu dans l'entreprise pour avoir le poste supérieur leur sont défavorables. Donc, est-ce que vous impulsez des changements dans ce sens ? Je pense, comme ça a été dit, c'est l'orientation, elle vient du haut. Et il y a un des aspects clés, à mon avis, c'est l'aspect mentoring. C'est qu'elles soient sponsorisées par quelqu'un. Parce qu'elles sont souvent très, très isolées dans l'entreprise. Et pour les promouvoir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle d'elles. Encore une fois, ce sont les femmes qui se remettent en question et pas l'organisation de l'entreprise, finalement. Moi, je pense qu'il faut en parallèle jouer sur l'organisation, évidemment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas renvoyer la problématique aux femmes. Ça me semble extrêmement dangereux, avec des sessions de coaching qui leur expliquaient comment on va rentrer dans le système dominant, alors que le système dominant fait en sorte, de toute façon, qu'elles n'atteignent pas les plus hautes sphères. Je pense qu'il faut travailler sur l'organisation et promouvoir transparence, notamment une grande transparence dans les processus de promotion. Ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien aux hommes qui ont envie d'être promus, aux femmes aussi. La transparence dans les processus de promotion et de l'égalité de traitement. Ça, dans l'organisation, c'est vraiment des systèmes vertueux au niveau RH qu'on peut mettre en place. Ensuite, effectivement, des programmes de mentoring pour les femmes, c'est probablement intéressant. Je voulais juste dire qu'il y a quelques années, GEF, donc Grandes Écoles au féminin, avait mené une étude qui, mais les choses sont subtiles, non pas qu'elle contredise celle d'Harvard, mais elle offre un autre éclairage. Elle disait que parmi les promus des grandes écoles hommes et femmes, à 20-25 ans, hommes et femmes avaient les mêmes ambitions professionnelles. Et c'est bien en cours de trajectoire professionnelle que les femmes dévissent, pour des raisons qui sont liées à l'organisation elle-même. Voilà, donc il faut jouer, en fait, effectivement, c'est un puzzle et il faut jouer sur l'ensemble du tableau. Merci beaucoup. Merci pour la qualité de vos interventions. Au revoir.